Oui. Alors, notre autre sujet, professeur, c'est le concept d'émergence. On a constaté en quelque sorte que le concept est devenu un effet de mode dans les pays africains. Et on l'entend très souvent dans des campagnes électorales, ou alors voilà, à la veille des élections, on entend le pays sera émergent à tel horizon. Et justement, on a des programmes de développement, des plans de développement au Gabon, au Sénégal, au Congo, au Bénin, ainsi de suite. C'est devenu pratiquement un effet de mode. Qu'est-ce que d'abord l'émergence? Est-ce que d'abord, avant d'aller dans l'émergence, est-ce que vous avez constaté une chose? C'est les anciennes colonies françaises qui parlent d'émergence. Exactement. Vous voyez? Exactement. Ce sont les anciennes colonies. Tous les pays que vous avez cités, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, c'est des anciennes colonies. Absolument. Qui parlent d'émergence. Voilà. Ça, moi, je l'ai constaté depuis. Je dis, mais des pays dont la monnaie est contrôlée par quelqu'un d'autre, qui n'ont pas leur propre monnaie et qui parlent d'émergence. C'est ridicule. C'est anachronique et c'est ridicule. Alors, émergence, je pense que dans leur tête, c'est quelque chose qu'ils utilisent pour faire croire aux investisseurs qu'ils ont réuni les conditions pour des investissements massifs dans leur pays pour être sur la rampe de l'émergence. Ce qu'ils appellent émergence, à mon avis, c'est pouvoir y mettre surtout l'accent sur les taux de croissance. Au Sénégal, si on prend le cas du Sénégal, avant la pandémie, quand il parle d'émergence, il faisait toujours référence au taux de croissance 6%, 7%. Avec le PSE. Voilà, avec le PSE. On va émerger avec 6%, avec 7%. C'est le taux de croissance qui, en fin de compte, illustre leur émergence. Mais jamais le reste. Parce que là, il y a une différence entre croissance et développement. Le développement est un aspect multidimensionnel, est un phénomène multidimensionnel. La croissance, certes, contribue au développement, mais la croissance n'est pas le développement. Vous voyez? Or, eux, dans leur tête, la croissance, c'est le développement. Donc, pour eux, l'émergence, c'est avoir des taux de croissance élevés. C'est avoir des taux de croissance élevés, même si, dans le même temps, tout le reste est pratiquement en ruine. L'éducation, la santé, l'emploi, les conditions de vie des populations. Le Sénégal est là. Pendant qu'on chantait les louanges des taux de croissance de 6%, 7%, le chômage, surtout chez les jeunes, faisait des ravages. Le président Macky Sall lui-même, en 2019, à la fin de son mandat, quand il se préparait pour briguer un deuxième mandat, il a dit qu'il reconnaît qu'il a échoué dans sa tentative de créer des emplois pour les jeunes. Il avait dit qu'il créerait 500 000 emplois. 500 000 justement. 500 000. Il n'en a pas créé en 7 ans. Il en a créé, disait-il, 400 et quelques mille. Mais il n'a pas pu créer 500 000 emplois. C'est lui-même qui l'a dit dans un discours à la nation. Vous voyez? Et pourtant, pendant cette période, lui et son ministre de l'économie et des finances chantaient sur tous les toits qu'ils avaient des taux de croissance parmi les plus élevés en Afrique. Donc pour eux, l'émergence s'arrête au taux de croissance et jamais aux autres indicateurs. La preuve, si vous lisez les rapports du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, les indicateurs de développement humain, tous ces pays qui parlent d'émergence, ils sont au bas de l'échelle de l'indicateur de développement humain. Tous. Voilà donc, pour l'émergence, c'est des taux de croissance, même si ces taux de croissance n'ont aucun impact sur les conditions de vie de leur population. Justement, vous avez fait la différence entre la croissance et le développement.
et que vous précisiez que la croissance n'est pas le développement. C'est d'ailleurs pour cela que quand eux ils parlent de taux de croissance élevé, c'est gauzy, dans l'assiette du citoyen, ça ne se ressent pas. Ils ont beau avoir le quitus de la Banque mondiale, du FMI qui les félicite, mais les populations ne le sentent pas. Mais là, vous savez, quand la Banque mondiale et le FMI vous félicitent, ça veut dire que vous êtes sur le mauvais chemin pour votre population. La Banque mondiale et le FMI n'ont jamais développé un pays. Un seul. Chaque fois que j'ai un débat avec des gens qui défendent la Banque mondiale, je dis citez-moi un seul pays, depuis plus de 75 ans que ces institutions existent, qui a été développé, un seul, qui a été développé par les institutions. Ils sont incapables de le faire. Parce que ce n'est pas leur rôle. Ces institutions sont des instruments entre les mains des pays occidentaux. Depuis que la Banque mondiale existe, le président est un citoyen américain. C'est le président des États-Unis qui le choisit, qui l'impose. Vous voyez, le directeur général ou la directrice générale du FMI, c'est un Européen, une Européenne, depuis le départ. Donc ils se sont partagés les rôles. Le monde a changé. Aujourd'hui, la Chine, pratiquement, c'est la première économie du monde. Mais si vous regardez sa quote-part au niveau du FMI, ça n'a pas beaucoup changé. L'Allemagne ou la France ont des quotes-parts plus élevées que celles de la Chine. Parce qu'ils ne veulent pas, ces pays occidentaux ne veulent pas changer les règles du jeu. Parce que sinon, la Chine va contrôler, ils ont peur que la Chine contrôle ces institutions. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le constatez, c'est la guerre contre la Chine. Tous, tout l'Occident, les Américains en tête, une guerre totale contre la Chine parce qu'ils ont peur du développement de la Chine. Donc, quand ces institutions vous félicitent, ça veut dire que votre population est en train de mourir de faim. Vous voyez, ces temps-ci, je crois qu'il y a un journal aujourd'hui qui parle de famine. J'ai vu, c'est un journal de La Place qui avait à la une menace de famine dans le Sahel, quelque chose comme ça. Et pourtant, quand les missions de FMI viennent, il y a quelques semaines au Sénégal, ou maintenant par peut-être visioconférence, quand vous lisez les communiqués, on dit on félicite le Sénégal pour ceci et cela, alors que on a vu au mois de mars l'explosion sociale des jeunes qui sont désespérés. Le gouvernement qui est incapable de faire face aujourd'hui à la pandémie. Vous voyez, on est à 600 et quelques, hier c'était 700 et quelques. En 2 jours, on est à 1500 pratiquement, en 2 jours. Vous voyez, pour la pandémie. Mais le gouvernement est incapable de prendre les mesures qu'il faut. Oui. Et pourtant, le FMI félicite le Sénégal pour ceci et cela. Le Bénin aussi. Le Bénin, voilà. Et alors qu'on connaît la situation. Exactement. Parce que eux, ce n'est pas la population qui les intéresse. Ils ont des indicateurs. Si vous contrôlez votre déficit budgétaire, si vous continuez à payer votre dette, ça leur suffit pour dire que vous êtes sur la bonne voie. Même si votre population meurt de faim. Voilà. Puisque nos dirigeants semblent confondre émergence et croissance, vous, professeur Dembélé, comment concrètement on peut atteindre la vraie croissance en regardant un peu du côté des BRICS, le Brésil, l'Inde, la Chine, qui sont les pays reconnus dans le monde aujourd'hui comme émergents? Comment est-ce que nous, on peut atteindre ce stade? Alors, vous avez parlé des BRICS. Ces pays, qu'est-ce qui les caractérise d'abord? C'est des pays qui sont souverains, donc qui déterminent leur politique en toute souveraineté. C'est des pays qui contrôlent leur monnaie et qui utilisent leur banque centrale pour injecter de l'argent dans le circuit économique en cas de nécessité. Vous voyez, pour relancer leur économie, ces pays ont leur banque centrale qui peut injecter des liquidités à profusion.
c'est des pays qui ont des ressources énormes, bien sûr, qu'ils utilisent dans leur intérêt. Bon, et aussi, c'est de grands pays du point de vue non seulement géographique, mais humain. C'est des pays qui ont des centaines de... Pour la plupart, vous prenez la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil. Le Brésil a au moins, je ne sais pas, 100 et quelques millions. Les autres, c'est 1 milliard et des poussières pour l'Inde et la Chine. La Russie, c'est des centaines de millions également. Donc, c'est de grands pays. C'est de très grands pays qui sont souverains et qui ont des gouvernements aussi organisés, solides. Peut-être avec ce qui s'est passé au Brésil avec le fasciste là, Bolsonaro, j'espère qu'il va partir et que Lula va revenir. Lula, votre ami. Voilà, notre ami, absolument. Que j'ai eu l'honneur de rencontrer à plusieurs reprises à Porto Alegre et ici même à Dakar en 2011. En 2011. Dans le cadre du mouvement du forum social mondial, on l'avait organisé ici en février 2011. Il était venu. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai dit un État et une administration, c'est deux choses différentes. On peut avoir des administrations qui fonctionnent plus ou moins. Mais un État, c'est autre chose. Je vous donne juste un exemple. Un État qui se respecte, quand il y a une décision qui est prise, l'État fait respecter cette décision. Qui que tu sois. Ici, des décisions de justice, ça fait des années, il y a des décisions de justice. Si c'est des gens puissants, l'État est impuissant. Ce qu'on appelle l'État est impuissant à faire respecter cela. Ou le président Macky Sall en personne a dit à la télévision devant tout le peuple sénégalais qu'il y a des rapports qui incriminent certaines personnes, je mets le coude dessus. Oui, Macron n'oserait jamais dire ça. Macron ne le ferait pas parce qu'il y a un État. S'il y a des décisions, s'il y a des gens qui sont incriminés, c'est à la justice de faire son travail. Pas au président de pardonner qui que ce soit. Vous voyez, même si on pardonne, ce sera après une décision de justice. Mais tu ne peux pas dire, je ne peux pas poursuivre telle personne. Ce n'est pas un État. Un État ne fonctionne pas comme ça. Un État doit être impersonnel. Vous voyez. Et donc, il y a des administrations. Et nous, on est des pays dépendants. On est dépendants. On parlait du franc CFA tout à l'heure, qui n'est pas notre monnaie, quoi qu'ils disent. J'ai eu souvent des débats là-dessus. Quand je dis que ce n'est pas notre monnaie, les gens disent oui, mais on l'utilise. J'ai dit oui, vous l'utilisez parce qu'on vous l'impose. Vous l'utilisez parce qu'on vous l'impose. Parce que si un ministre français des Finances vient à Dakar et dit devant la presse, non, non, le franc CFA est votre monnaie, là vous comprenez que ce n'est pas votre monnaie. Parce qu'il ne va pas aller au Ghana pour dire devant la presse, non, le CEDI c'est votre monnaie. Il n'ose pas. S'il le dit, on dirait qu'il est fou. Parce que les gens savent que le CEDI c'est leur monnaie. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui vient de l'extérieur pour dire que oui, ça c'est votre monnaie. Il n'osera pas le dire du Naira au Niger ou même du dinar en Algérie ou au Maroc, quelque chose comme ça. Donc ça illustre le fait que ce n'est pas notre monnaie. Donc nous sommes des pays qui sont dépendants. Et par conséquent, non seulement dépendants par rapport à l'ancienne puissance coloniale, mais dépendants par rapport aux institutions financières internationales, Banque mondiale et FMI. Vous savez, le Sénégal a un accord avec le FMI, ISPE, un instrument de soutien aux politiques économiques. Et c'est cet instrument qui définit les politiques macroéconomiques du Sénégal. Vous voyez? Donc, ce pays ne peut pas être émergent parce qu'il ne peut pas définir sa politique de façon indépendante. Il n'est pas souverain. Il n'a pas sa monnaie. Vous voyez? Par conséquent, l'émergence, ça devient un slogan vide de sens. Ils se leurrent eux-mêmes
Mais les investisseurs étrangers, eux, ils ne se leurrent pas, ils savent que derrière ce slogan, il y a un vide total. Par conséquent, l'émergence ne peut pas être quelque chose de tangible aujourd'hui dans nos pays à cause de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Parce que nous ne réunissons pas les conditions de l'émergence. Non, nous ne réunissons pas les conditions économiques, les conditions politiques. Parce qu'il faut deux conditions, politiques et économiques. Les conditions politiques, c'est-à-dire être souverain. Être souverain, être capable de définir sa politique en fonction de ses priorités, en fonction de ses objectifs de développement. De développement, pas seulement de croissance, mais de développement sur le plan social, sur le plan culturel. Vous voyez, si vous n'êtes pas capable de le faire, si ce sont les autres qui définissent ce que vous appelez votre taux de croissance, vous ne pouvez pas émerger. Et bien sûr, ça c'est la condition politique. La condition économique, c'est de pouvoir avoir la souveraineté sur votre économie, sur vos ressources, et être capable de les utiliser dans votre intérêt. Je prends le cas du secteur minier, du secteur extractif. Dans la plupart de nos pays, le secteur extractif est dominé par les multinationales. La plupart des dirigeants ne savent même pas ce qui se passe là-bas. Ils ne savent pas combien produisent ces multinationales, combien elles vendent. C'est elles qui leur disent, on a extrait tant de tonnes d'or, par exemple, ou de cobalt, ou de ceci et cela. Impossible de vérifier. Impossible de vérifier. On a vendu tant, voilà ce qu'on vous donne. C'est tout. Quand vous ne pouvez pas, dans un secteur aussi vital, vous ne pouvez pas contrôler ce qui est produit, ce qui est vendu, vous ne pouvez pas être émergent. Vous ne pouvez pas parler d'émergence, c'est ridicule. Voilà. Justement, Ouais. c'est d'ailleurs maintenant que certains pays se réveillent un peu pour la nécessité de réviser les accords avec ces multinationales, comme le Congo, avec son coltan. Oui. Hein, le pays, la grande majorité de la population est dans la misère, alors Exactement. que des richesses sont extraites de ce pays, Exactement. envoyées à l'étranger. C'est ça.